Bonsoir la gang! J'espère que vous allez bien. Bon, très content d'être avec vous ce soir. Épisode 20, nous sommes le 21 juin 2024. Fred de Street Scout. Je serai avec vous pour cet épisode spécial, épisode solo ce soir. Donc, je vais vous dévoiler mon top 32 en vue du repêchage de la Ligue nationale la semaine prochaine. Brave va sortir son top 32 mardi prochain, tandis que Brass l'a déjà dévoilé cette semaine. Si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, je vous encourage à le faire. De mon côté, je ne l'ai pas écouté volontairement parce que je ne voulais pas que ça m'influence dans mon choix. Donc, on ne s'est pas consulté. Je sais très bien que nos listes vont différer. C'est sûr que j'ai un petit feeling sur certains joueurs que Brass a classés. Probablement que Megan deuxième. Dickinson, je sais qu'il l'aime beaucoup, donc il l'a probablement mis troisième aussi. Non, mais blague à part, j'ai modifié hier soir les bannières des joueurs pour le visuel du stream. Donc, j'ai vu sa liste. Et je peux vous confirmer qu'on a 2 joueurs seulement qui ont exactement le même rang. Et je parle ici de Anton Silayev et Beckett Seneca. Un épisode qui sera pas mal plus court, plus concentré, évidemment étant seul ce soir. Certains joueurs, je risque de les couvrir rapidement et d'autres de m'éterniser un peu plus. Si vous avez des questions, des commentaires, on est live pour nos membres Patreon. J'espère que le son va bien. Mais j'ai 2 écrans à gérer, donc je risque d'y répondre en ligne après l'épisode. Je tiens à préciser que ma liste risque d'être différente des gars en outre, parce que de leur côté, ils vont davantage prôner une certitude, la garantie d'un joueur, le plancher. Tandis que de mon côté, pas toujours, mais j'ai tendance à aller davantage vers la clôture, le plafond d'un joueur. Donc, si vous nous écoutez et que vous êtes dans des ligues de hockey simulées, je vous conseille de prendre nos 3 opinions ensemble et de vous faire une opinion. Si vous avez un seul choix de première, de deuxième ronde, vous allez probablement souhaiter y aller avec un joueur qui a une certaine garantie. Tandis que si vous avez plusieurs choix de première ronde, comme moi dans une de mes ligues, j'en ai 5, vous pouvez vous permettre de prendre un certain risque. Donc, sans plus tarder, plongeons ensemble dans mon top 32. Avant tout, 3 petites mentions honoraires à des joueurs que j'hésitais à classer dans mon top, puis que finalement, ils sont juste à l'extérieur. Le premier, j'ai Ryder Ritchie, attaquant des Raiders de Prince-Albert, qui a fait juste un peu moins d'1 point par match cette année, mais il a été blessé de mémoire de décembre à janvier, février, donc ça a été un petit peu plus difficile à l'analyser. Le deuxième, Justin Poirier, 51 buts avec le Drakkar, quand même. Sauf qu'il mesure 5 et 8, donc c'est un peu un boom, un bust. Je ne serais pas surpris, par contre, qu'il sorte plus loin, peut-être en 3e ronde. Et finalement, E.J. Emery, défenseur quand même à bon gabarit des États-Unis. Et je l'ai même vu sortir dans des listes mis au milieu de la première ronde. On est également en live match numéro 6 Oilers-Floride, donc je vous tiendrai à jour sur s'il y a des buts. Commençons au numéro 32. J'ai un choix qui ne fera pas l'unanimité. Pas du tout. Comme je vous disais, je n'ai pas vraiment vu. J'ai vu la liste de Brass hier, je n'ai pas vu celle de Brab. Et je ne connais pas leur top 64, mais je doute fortement que ce joueur va se retrouver dans leur liste. Et je parle du défenseur Jesse Pulkkinen. Jesse Pulkkinen, c'est un défenseur finlandais de 6 pieds 6, 219 livres. Il est énorme. Par contre, c'est un overage. Ce qui veut dire qu'il aurait pu être repêché l'année dernière et il ne l'a pas été. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a eu une saison qui ne méritait pas d'être repêché. On parle ici de seulement 4 passes en 43 matchs. Maintenant, pourquoi est-ce que, premièrement, il devrait être repêché cette année, mais encore plus, pourquoi il devrait être repêché en première ronde? Honnêtement, je serais quand même surpris qu'il se fasse repêcher en première ronde, là, à part par une équipe peut-être qui a un choix de plus qu'un choix de premier tour. Mais je vous présente ma liste, c'est mon opinion. Pourquoi est-ce que je l'ai si haut? J'ai regardé d'autres classements. Et le plus haut que je l'ai vu, c'était 29e par Dobber en avril. Donc, je ne suis pas tout seul. Comme je mentionnais, ce que je prends de mon côté, c'est les upsides. Et un upside peut être mesuré en fonction de la progression d'un joueur. Dans le cas de Pulkkinen, il a commencé la saison dans le U20 en marquant 28 points en 18 matchs.
ce qui lui a donné une promotion en novembre dans le Pro, dans Mestis, qui est dans le fond la deuxième ligue de Finlande. Encore une fois, il a fait 4 points en 6 matchs, donc il s'est fait appeler dans la première ligue par son équipe en Liga. Tranquillement, il est devenu l'un des meilleurs défenseurs de son équipe en jouant environ 20 minutes. Puis, il a fini 4e au chapitre des points parmi les défenseurs de moins de 20 ans de la Ligue. Quand il a fini sa saison en Liga, il s'est fait retourner dans le U20 pour les séries et il a fait quand même 10 points en 7 matchs. Côté force, bon, outre, je vous dirais, sa taille, évidemment, le fait qu'il est physique, c'est un joueur qui a un bon coup de patin. Je trouve que parfois, il a une vision similaire à un attaquant. Il peut voir des ouvertures, faire des feintes pour percer, ce qui est quand même rare pour un joueur de 6 pieds 6. Dans les dernières années, seulement Tanner Pearson en 2012 et David Perron en 2007 se sont fait repêcher à leur deuxième année d'admissibilité en première ronde. Donc, on verra bien la semaine prochaine pour ce qui est de Jussi Pulkkinen. Numéro 31, j'ai le défenseur des 67s d'Ottawa, Henry Muse, défenseur droitier. J'ai eu la chance de faire une entrevue avec en février lors du week-end du Super Bowl. Vraiment un bon kid. 61 points en 65 matchs avec Ottawa. Il a fini deuxième meilleur pointeur de son équipe derrière Luca Pinelli, qui est le capitaine, qui a été repêché l'année dernière en 4e ronde par Columbus et qui a fini avec une avance de 21 points sur Muse. Quand j'ai parlé avec Muse, dans ses mots, il se décrit comme un défenseur offensif, fiable défensivement, qui va toujours chercher une ligne de passe pour créer des opportunités de marquer pour ses coéquipiers. Puis, selon mon analyse, c'est quand même une bonne description de lui. C'est un joueur qui a beaucoup de cordes à son arc, très fluide sur la glace, va faire une bonne première passe, un bon tir du poignet, va rarement créer des revirements parce que c'est un joueur qui est très intelligent. Il est très cérébral, très analytique sur la glace. Puis, je lui ai demandé comment il se décrirait comme coéquipier. Puis, il se voyait comme un leader sur la glace, mais également à l'extérieur de la glace. Puis, à regarder jouer, je veux dire, je l'ai quand même vu, je pense, 5 ou 6 fois live à Ottawa. Puis, je trouve qu'il communique très bien sur la glace avec ses attaquants, son coéquipier. Même chose sur la glace, sur le banc. Puis, hors de la glace, j'ai trouvé que je parlais avec un jeune homme qui avait une bonne tête sur les épaules, très poli, très professionnel. Au niveau des unités spéciales, il joue en avantage numérique, un bon lancer du poignet, une excellente vision, mais pas un grand lancer frappé. Puis ça m'amène à ses lacunes principales. Henry Muse, c'est pas un joueur physique. Il a bien des qualités, mais c'est la raison pour laquelle il est si loin dans mon top 32 et pourquoi ça ne me surprendrait pas qu'il sorte même en deuxième ronde. Lorsqu'il se fait frapper, je l'ai souvent vu tomber, puis rarement vu en asséner. Souvent, il se fait contourner assez facilement sur l'aile. Mais bon, il a quand même déjà pris 4 livres depuis 3 mois. Donc, s'il peut continuer comme ça, ajouter du muscle sur sa charpente, il pourrait très bien devenir un joueur qui aurait dû être repêché plus tôt dans ce repêchage. D'un point de vue personnel, Muse, il parle français. Il est allé à l'école dans la région d'Ottawa en français. Puis, random fun fact, c'est un excellent jongleur et c'est un adepte des sports nautiques. Numéro 30, Cole Hutson. Et oui, le frère de Lane. En passant, je commence mon classement avec 3 défenseurs, vous aurez remarqué. Ça va être un repêchage de défenseurs, surtout comparativement à l'année dernière. En termes de talent et en termes de quantité également. Cole Hutson, il a joué cette année dans le programme de développement américain. Je vais avoir 3 joueurs de cette équipe-là dans mon classement. Hutson, j'ai un peu hésité entre ce rang-là puis le début de la deuxième. C'est un défenseur offensif, donc 5 pieds 9, 165 livres selon le site de son équipe. Au même âge, Lane, il mesurait 5 et 8, 158 livres. Donc, Cole est légèrement plus grand, mais je ne pense pas qu'il y a l'upside offensif de son frère. Tout de même, il a réussi 51 points en autant de matchs et 13 en 17 au U18 le mois dernier. Si je continue la comparaison, Lane avait fait 63 points en 60 matchs et au U18, 8 points en 6. Donc,
D'un apport statistique, c'est assez similaire. Cole a peut-être un léger avantage. C'est davantage au niveau des habiletés, je pense que Lane se démarquait plus. Mais ça, c'est très personnel parce que j'en ai vu d'autres vanter Cole comme quoi qu'il n'y avait peut-être pas le moteur de Lane, mais était plus doué et n'avait pas besoin de pousser autant pour combler le déficit de taille. Cole a encore 17 ans, sa fête étant la semaine prochaine, et il va jouer l'année prochaine pour Boston University. Donc, si Lane avait pas signé avec le Canadien, les deux auraient joué ensemble. Numéro 29, Sean Mustard. Ben oui, qui était d'ailleurs dans mon top 5. Numéro 2, des noms les plus cool des joueurs éligibles au repêchage 2024. Je fais une petite parenthèse ici, là. Le premier, qui risque de ne pas être dans mon top 32, disons, un certain Bauer. Bauer Berry. Quel nom! Mais ouais, il est classé 204e en Amérique du Nord par la centrale de recrutement. Donc, lui, ça sera un petit peu surprenant que j'en parle. Mais revenons à M. Moutarde. M. Moutarde, je l'aime bien. 6 pieds 1, 186 livres, ailier gauche, qui a joué dans la USHL cette année. 56 points en 60 matchs avec les Blackhawks de Waterloo. Né le 16 août, donc encore très jeune. Bon patineur énergique, qui est sa force. Il a des bons instincts offensifs, produit beaucoup d'attaques. C'est possible qu'il se fasse repêcher en deuxième ronde, mais moi, je mets de la moutarde dans mes hot dogs, donc j'avais un petit penchant pour lui, vous comprendrez. Il a fini 3e dans 2 épreuves au combine, soit une épreuve d'agilité en plus du bench press. Il pourrait, je pense, avoir un potentiel de middle six, je vous dis. Le numéro 29, Teddy Stiga, 2e joueur sur 3 du programme de développement américain. Ailier gauche, 5 pieds 10, 178 livres. Il fait 79 points en 61 matchs. Il a fini avec un impressionnant plus 47. Wow! 3e pointeur de l'équipe, derrière Cole Eiserman, dont j'aurai la chance de parler plus tard, et James Higgins, qui pourrait être repêché premier overall l'année prochaine, donc en 2025. Ce que j'aime de Stiga, outre son nom lui aussi, c'est sa game générale. C'est un... comment je peux dire ça en français? C'est un jack of all trades, si vous me permettez l'expression. Ce qui veut dire qu'il est vraiment bon à bien des éléments sur la glace. Il peut jouer en avantage numérique, il peut jouer en désavantage numérique. Il joue très bien défensivement, très impliqué. Bon, évidemment, vous l'aurez deviné là, avec un plus 47. Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme lui qui ont vu leur rang augmenter autant cette année. On parle d'un gars qui, avant le début de la saison, était dans les rondes tardives, puis là, je l'ai 28. Au U18, il a terminé avec 11 points en 7 matchs, tout en étant assistant capitaine. Puis, s'il peut se renforcer musculairement, c'est possible de croire qu'il y a un potentiel de top 6. Il va évoluer avec Boston College l'année prochaine. Encore une fois, s'ils peuvent garder leur équipe, Boston College, ça va être une solide équipe, encore une fois, l'année prochaine. Numéro 27. Edmonton a marqué, c'est 1-0. Numéro 27, Marek Vanacker. Pas pire nom, lui aussi, honnêtement, ça fait 3 en ligne. Vanacker. Des Bulldogs de Brantford dans la OHL. Ailier gauche de 6 pieds, 165 livres. Il n'était pas au combine, lui, par contre, donc ça se peut que son poids soit erroné. 82 points en 68 matchs, 7 en 6 en playoff. Pas le patineur le plus fluide, malgré qu'il s'est amélioré. Pas le joueur le plus complet non plus sur 200 pieds, je trouve. Mais il a de très bonnes mains, un tir très précis, excellent pour créer des revirements, pour ralentir le jeu en zone offensive, pour lui permettre de faire un peu ce qu'il veut. Il a été utilisé vraiment à toutes les sauces cette année, en power play, en piqué, évidemment en 5 contre 5. Pourquoi? Parce qu'il a un très bon IQ. Il a fini 2e dans la OHL avec 5 buts en désavantage numérique. C'est également une peste. Il y a encore à être peaufiné. Je ne serais pas surpris qu'il sorte en 2e ronde, lui non plus. Numéro 26, Monsieur Tanner Howell, capitaine des Pats de Regina. Lui, en fait, il s'est fait son nom, surtout parce qu'il jouait avec Connor Bedard l'année passée. Pas un grand joueur, 5 pieds 10, 184 livres,
77 points cette année en 68 matchs pour l'ailier gauche. Sauf que, suite au départ de Bédard, il n'y avait plus rien dans cette équipe-là. Tu sais, l'année passée, il avait réussi 85 points en presque autant de matchs. Mais ce n'est pas une régression pour autant. Il a fini avec, écoutez bien ça, 25 points de plus que son plus proche coéquipier. Il ne peut pas tout faire non plus. C'est un joueur qui a de la hargne. Il a peur de rien. Il n'a pas peur d'aller dans le crease, de se faire frapper, d'essayer de récupérer des rondelles. Un peu, je vous dirais, à la Zach Hyman, mais en plus petit. En fait, un peu comme Gallagher, qui, au même âge, dans la même ligue, avait sensiblement le même nombre de points, mais bon, il était vraiment plus indiscipliné, par contre. Al, il a beaucoup travaillé cette année sur son jeu défensif. Puis, en raffinant son jeu, je pense qu'il pourrait être un bon ailier de deuxième, troisième trio. Numéro 25, Adam Jiricek. Vous remarquerez, ceux qui regardent l'épisode en live ou sur YouTube, au niveau des défenseurs, j'ai marqué le R ou le L, évidemment, pour démontrer s'ils sont gauchers, droitiers. On va arriver un petit peu plus tard à certains centres. J'ai fait la même chose, donc si le centre tire de la gauche ou tire de la droite. Pour ce qui est de Adam Jiricek, on parle ici du petit frère de David qui a été sélectionné 6e en 2022 par les Blue Jackets. Défenseur droitier, de 6 pieds 2, 178 livres. Malheureusement, lui non plus n'était pas au combine, donc ça se peut qu'au niveau de la masse, ça diffère un peu. Adam, en début de saison, on le voyait sortir dans le top 10. Même en date du 10 décembre, Craig Button l'avait même 7e, pour vous donner une idée. Bon, ça reste Craig Button, là, mais bref. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est blessé. Blessure sérieuse au World Juniors en décembre, puis il a manqué tout le reste de la saison. Ce qui fait qu'il n'a vraiment pas beaucoup joué cette année. Il est difficile à évaluer. Mais mon analyse de son jeu, c'est que, bon, premièrement, il n'y a pas le lancer frappé, il n'y a pas l'apport offensif de son frère David Jiricek. Mais d'un point de vue défensif, il est meilleur. Il a une bonne prise de décision en général. Mais contre des joueurs plus vieux cette année, il n'a pas super bien performé. Je trouvais qu'il précipitait ses jeux. Il n'avait pas l'air super en confiance. Je le laisse quand même dans mon top 32 parce qu'il a un beau potentiel. Mais comme je vous dis, on n'a pas eu la chance vraiment de le voir progresser cette année. Donc, c'est difficile. C'est un des joueurs les plus difficiles à classer pour 2024. Numéro 24, Stian Solberg, défenseur gaucher, évaluant en Norvège, 6 pieds 1,5. En passant au niveau des grandeurs, j'ai pris les chiffres du combine de la semaine dernière. Donc, ça se peut que vous voyez des 1,5, des 1 quart, des 3 quarts. 205 livres, une très bonne shape. Ça se peut que vous le connaissez moins, lui. Personnellement, il n'était pas sur mon radar en début de saison, mais il a connu une excellente deuxième moitié de saison. En plus d'être été très efficace au championnat du monde récemment, il a joué en moyenne 22 minutes 44 pour la Norvège. Un gros tournoi pour lui. Bon, tout d'abord, pour vous mettre en contexte, il a vraiment bien fait au combine la semaine passée. Il a fini 5 fois dans le top 10, dont premier dans 2 épreuves d'agilité. Défenseur à caractère défensif, très efficace, très violent. Il aime jouer physique, c'est sa principale force. Sinon, c'est un bon patineur. Il a un potentiel offensif décent, je vous dirais, malgré qu'il a juste fait 15 points cette année. Mais ce qui le distingue davantage, c'est vraiment le fait qu'il est tough. Il est difficile à jouer contre. Il est calme avec la rondelle. Puis, il a une très bonne vision. Je dirais un potentiel de top 4 pour Solberg. Numéro 23. Oh là 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 là. Numéro 23. Vous savez, il y a des joueurs pour lesquels on a des coups de cœur. Pas nécessairement des joueurs qui vont se faire repêcher les plus hauts, mais des joueurs qui ont une personnalité ou quelque chose qui nous fait triper. Puis, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais il y a également le contraire qui existe. Des gars qu'on n'a pas le choix de classer, mais qui nous font vraiment moins triper. Et donc, vous m'aurez vu venir, j'arrive ici à Trevor Connolly. Je l'avais en janvier, Trevor Connolly,
autour du 16 au 18e rang, mais il y a trop d'éléments qui me déplaisent de lui, de son jeu et de sa personnalité. Bon, je n'irai pas dans les détails des situations qui se sont passées dans sa vie dans les dernières années. Je vous conseille d'aller lire l'article publié il y a quelques mois, je pense que c'est en février, par The Athletic, concernant des histoires d'intimidation hors glace, etc. Puis, honnêtement, j'aimerais vraiment pouvoir totalement ignorer ça, puis vraiment juste l'évaluer sur la glace. Mais justement, il y a des situations sur la glace qui démontrent un manque de maturité chez Conley. Un exemple parfait, bon, c'est sûr que c'est au U18 le mois dernier. Probablement que la plupart d'entre vous, vous avez regardé le tournoi ou du moins la finale. C'était le seul joueur qui a participé au tournoi qui ne faisait pas partie du programme de développement américain pour les États-Unis. C'est un honneur, donc, pour lui. Puis, malheureusement, il a décidé de frapper un joueur du Canada à la tête en troisième période. Avantage numérique de 5 minutes. Canada marque. Canada gagne. Ça, c'est l'exemple extrême sur la scène internationale, mais il y a d'autres situations comme ça durant la saison qui sont arrivées. D'autres expulsions vraiment stupides. C'est un joueur qui est extrêmement talentueux. Il y a tout. Il y a tout. D'un point de vue offensif, il y a beaucoup d'attitude. Il est super rapide, tire du poignet dévastateur. Donc, oui, son upside est très alléchant, mais c'est de loin le joueur qui a le plus de red flags cette année. Il a joué pour Tri-City dans la USHL, puis il était littéralement tout seul. Il a fini avec, j'espère que vous êtes prêts, 29 points de plus que le deuxième joueur de son équipe. 29. Donc, c'est sûr qu'évidemment que ça arrivait des situations qui mangeaient la puck, qui essayaient de contourner des joueurs, faisaient 3-4 feintes, puis il finissait par la perdre. Mais ça reste que il a quand même fait 78 points en 52 matchs. C'est beaucoup. Physiquement, il est presque 6 pieds 1, mais juste 160 livres. Il n'y a pas de robustesse dans son jeu. C'est pourquoi je comprends certains qui vont le mettre plus haut. Oui, j'aime les upsides, mais comme je le mentionnais, je veux quand même une certaine garantie dans un joueur. Puis au niveau de Connolly, j'ai un peu peur. Numéro 22, Jet Luchenko. Centre de 5 pieds 11, 187 livres, qui a évolué avec le Storm de Guelph dans la OHL, né le 21 août, donc il est encore assez jeune. Il a accumulé 74 points en 68 matchs, 3 en 4 en série, ainsi que 7 en 7 matchs au U18. Bon. Luchenko, c'est un que j'hésitais à reculer un peu parce qu'il y a des puck skills un peu limités, mais il a une bonne énergie. Il travaille fort. Tu sais quand il est sur la glace, pas parce qu'il est gros, mais parce qu'il déplace de l'air. Il met de la pression constamment. Ça se peut qu'il soit au final un très bon joueur de troisième trio. Encore une fois, Craig Button, je vais utiliser Craig Button parce que ça peut toujours être intéressant. Il l'aime beaucoup. Il l'a classé 18e. C'est dommage que Winnipeg ait plus de choix de première ronde, mais ça a été tellement beau avoir Jet Luchenko qui joue avec les Jets de Winnipeg. Mais bon, c'est ça qui est ça. Numéro 21, Tarek Parashak. Ailier droit de 5 pieds 11 et 3 quarts, donc presque 6 pieds, 179 livres, avec les Cougars de Prince George dans la WHL. Bon, premier point qui va vraiment vous intéresser sur Parashak. 105 points en 68 matchs, dont 43 buts. C'est franchement impressionnant. Le pire, c'est qu'il a fini 3e pointeur de son équipe. Les 2 premiers, par contre, ayant déjà été repêchés. Il est 13e sur la liste de Craig Button avant Catton. Wow! Je l'adore, Parashak. Mais de là à le mettre avant Catton, non, on en reparlera environ dans une quinzaine de rangs, je vous dirais. Petite parenthèse, Catton a quand même fini premier pointeur de son équipe avec une avance de 8 points. Parashak avec un retard de 18 de son côté. C'est un gars qui est très bon en possession de rondelles, aussi solide pour créer des jeux et les finir. Je le trouve très intelligent par rapport à son positionnement sur la glace.
Ouais, ça reste que c'est un joueur qui a le plus haut upside du draft, je vous dirais. Mais il faut vraiment qu'il améliore son coup de patin. Numéro 20, on a un bon petit rythme. Ça va être. On va pas un épisode de 3 heures ce soir, la gang. Numéro 20, je parle ici de M. Andrew Basha, des Tigers de Medicine Hat. Ça, dans le fond, c'est l'équipe qui a 2 gros noms dans son line-up. Le premier, Caden Lindstrom, qu'on va parler pas mal plus tard, ainsi que Gavin McKenna. Gavin McKenna, ça, c'est le joueur qui va assurément se faire repêcher premier overall, pas cette année, pas en 2025, mais bien en 2026. C'est une machine. Je le mentionne parce que, évidemment, la force d'une équipe a un impact direct sur les performances d'un joueur. Pour ce qui est d'Andrew Basha, on parle ici d'un ailier gauche de 5 pieds 11 et 1 quart, 187 livres, qui a réussi 85 points en 63 matchs, ainsi que 5 en 5 matchs en playoff. Ce que j'aime de Basha, surtout, à part leur chiche taouk, joke poche, c'est le fait que, Lindstrom s'est blessé une bonne partie de la saison, puis ça n'a pas affecté la production offensive de Basha. C'est un joueur qui est le fun à regarder. Il est rapide, dynamique, il a des habiletés à marquer puis à faire des jeux. Puis, si jamais ce n'est pas assez pour lui dans le pro, c'est également un joueur qui est très intense sur le checking, qui pourrait vraiment apporter une super énergie sur un bottom six. Il vient de Calgary, mais il parle français. Sa mère vient du Nouveau-Brunswick, donc il a un accent acadien. Numéro 19, j'ai vraiment hésité à peut-être le classer un peu plus bas. On parle ici de Sacha Boisvert, qui a connu une excellente saison avec 68 points en 61 matchs, 36 buts. Un power forward, il a joué dans la USHL cette année avec les Lumberjacks, qui, en passant, assez comique. Un gars qui s'appelle Boisvert, qui joue avec les Lumberjacks, qui en anglais veut dire les bûcherons. Il a vraiment bien choisi son équipe. Très bon à protéger la rondelle, à attaquer le filet, réussit également très bien à tirer tout en étant en position de protection de rondelle, ce qui n'est pas facile. Excellent tir du poignet d'ailleurs, un bon release, un tir, je vous dirais, très versatile. Puis il apporte également son grain de sel en défensive. C'est un centre qui est gaucher. Il est un peu plus bas sur mon classement parce qu'il doit encore améliorer son coup de patin, mais s'il réussit, il y aura un potentiel de deuxième trio, je dirais. Par contre, ça m'inquiète vraiment pas. Parce que c'est un gars qui a toujours passé beaucoup de temps dans le gym. Son père, il s'appelait Jimmy Boisvert. C'est un ancien champion de kickboxing et de taekwondo. Donc, Sacha, il a grandi dans les sports de combat jusqu'au moment où il devait choisir. Puis son père lui a dit comme quoi il pouvait se battre au hockey. Fait cocasse, il s'est même battu le mois dernier contre Lucas Saint-Louis, le fils de Martin. Il a fini la saison avec 86 minutes de punition en saison et 36 en 8 matchs de série. C'est des gros chiffres. Par contre, j'en ai fait l'analyse et c'est vraiment surprenant. Durant sa saison, donc en tout, il y a 70 matchs. Il y a 6 matchs qu'on lui a décernés plus de 15 minutes de punition, donc des combats, dont 1 à 35. Et donc, il y a seulement 9 punitions mineures dans toute la saison. C'est assez rare de voir un joueur marquer 35 buts dans une ligue, prendre si peu de punitions mineures et laisser tomber les gants à plusieurs reprises comme ça. Donc, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Il va jouer la saison prochaine avec l'excellent programme du Dakota du Nord dans la NCAA. Numéro 18, Igor Chernyshov, l'un de mes power forward préférés. Une charpente imposante. On parle ici de 6 pieds et 2, 196 livres et un coup de patin surprenant pour sa taille. C'est un joueur russe, puis on n'a pas la confirmation de niveau des poids, des grandeurs, donc c'est pas tout à fait à jour. Ça se peut que ça ait modifié depuis. Ça a été modifié depuis. Très bonnes aptitudes défensives et très bon à récupérer des rondelles en zone offensive, à la protéger. Un très bon tir, de très bonnes mains. Pas le plus explosif,
mais probablement un potentiel de middle six. Il a joué cette année en MHL et en KHL. Donc, je vais décortiquer un peu les deux. En MHL, 28 points en 22 matchs, ce qui est bien. Par contre, en KHL, seulement 4 points en 34 matchs. Donc, je suis vraiment allé regarder ces matchs. Mais bon, il y a plein de matchs qu'il a joué en bas de 10 minutes. Il y a des 2 minutes, il y a des 3 minutes. Il y a même une game qui a joué un seul chiffre. Donc, c'est toujours difficile d'évaluer un jeune de cet âge quand il joue si peu en KHL. Mais reste qu'il a quand même démontré de belles choses à jouer contre des hommes, assez pour que je le mette dans mon top 20. Numéro 17, Monsieur Liam Greentree, ailier droit de 6 pieds 2 et demi, 215 livres. Il a fait 90 points cette année en 64 matchs, 36 buts, a évolué avec les Spitfires de Windsor en OHL. C'est un joueur d'énergie, gros IQ, gros joueur physique, a joué un peu au centre, mais principalement à l'aile, là où il devrait évoluer. Pas un énorme coup de patin, malheureusement. C'est la raison pour laquelle il n'est pas plus haut. Beaucoup de ses buts ont été marqués de toute beauté cette année, des highlight reels, genre de buts qui te font lever de ton siège. Il était capitaine de son équipe. Dans toute la CHL, il y a seulement lui et Tanner Rao des Passes d'Origina, que j'ai parlé un peu plus tôt, qui ont été capitaines de leur équipe en étant des joueurs éligibles au repêchage. C'est un joueur que je verrais très bien être repêché par les Blues. Il y a certains éléments dans son jeu qui me rappellent Jimmy Snuggerud. Soit pas le gars le plus rapide, mais avec un excellent wrist shot. Mais définitivement, s'il pouvait améliorer son coup de patin, ça l'aiderait beaucoup. Donc, on verra bien. Numéro 16, Michael Hage. L'un des joueurs les plus, je dirais, méconnus du draft. En fait, Hage, c'est surtout grâce à cette deuxième moitié de saison qui a monté dans ma liste. L'un de ceux qui a eu la plus belle progression. Il a manqué une grande partie de sa saison, pas celle-ci, mais l'année dernière, en raison de blessures. Donc, ça a probablement eu un impact sur son développement. Il a fini avec 75 points, 33 buts en 54 matchs et 1 point par match. En fait, non, 4 points en 2 matchs en série. Il a fini 4e meilleur pointeur de la USHL. Il manque un peu de wow factor, d'éléments élites, mais il y a un potentiel de deuxième trio, selon moi. Il manque de force physique. Il est un peu frêle dans les coins de patinoire. On parle ici d'un 6 pieds, presque 6 pieds 1, 188 livres quand même. Parce que sinon, c'est un joueur qui a un coup de patin très dynamique, qui est d'ailleurs son meilleur atout. Il n'est pas le tir le plus dangereux, mais ce n'est pas une faiblesse non plus. Puis c'est un très bon fabricant de jeu. Un peu comme Connolly, lui aussi, c'était le meilleur joueur de son équipe en USHL. Il a mené au niveau des buts, des passes, des points. Dans le fond, il a pas mal tout fait pour amener son équipe en série. Puis, c'est ça, il a fait 2 points par match rendu là. Je joue davantage comme un ailier qu'un centre, je vous dirais, de la façon qu'il fait ses couvertures défensives. Un joueur canadien, malgré qu'il a évolué dans la USHL, il est né à Montréal, fan du CH. Lui, il a vécu une tragédie l'été passé. Son père s'est noyé. Puis c'est lui qui l'a trouvé. Donc, c'est sûr que d'un point de vue psychologique, ça a dû être difficile. Et c'est fort possible que ça ait eu un impact sur lui en début de saison. En 2025, il va évoluer avec l'Université du Michigan dans la NCAA. Numéro 15, Michael Brandsek Nygard, joueur norvégien qui a évolué en Suède. Gros moteur, très intelligent. Je dirais joueur excellent défensivement, mais il est beaucoup plus que ça, comme le démontrent ses statistiques. Surtout sur la scène internationale, je vous dirais. Donc, au World Juniors, 5 points en 5 matchs. Au U20, 12 points en 9 matchs. Et au championnat du monde, donc avec des hommes, 5 points en 7 matchs. Encore une fois, avec la Norvège, qui est loin d'être une puissance. 6 pieds, presque 6 pieds 1, 207 livres. Il a un excellent tir. Il a récolté 10 points en 12 matchs en série. Je dirais qu'il est probablement
l'un des 3-4 attaquants les plus près de la LNH. C'est sûr que, bon, avec son gabarit, il est très imposant. Sur Elite Prospect, il est encore à 194 livres. Et comme je vous disais, maintenant, il est rendu à 207. Donc, ça veut dire que dans les derniers mois, il a pris 13 livres, ce qui est beaucoup. Il est né le 5 octobre, donc probablement le joueur le plus vieux que j'ai dans mon top 32. Et il va jouer l'année prochaine en SHL, qui est la première ligue pro de la Suède. Numéro 14. Je vais attendre un petit peu. On arrive au fameux numéro 14. J'ai souvent dit durant l'année que selon moi, il y avait un top 13 d'attaquants et de défenseurs et que, bon, à part Celebrini, qui, surprise, va être numéro 1 sur ma liste, les autres pouvaient vraiment bouger. Maintenant, à 14, est-ce que mon top 13 est resté intact? En fait, non! J'ai sorti un attaquant pour en faire entrer un autre et on a au numéro 14 l'attaquant Konsta Helenius. Yes. Pourquoi? Écoutez, je l'ai 14e. Jusqu'à tout récemment, il était sur la liste de Craig Button, 3e overall, Konsta Helenius, l'attaquant finlandais. Il a finalement reculé cette semaine 6e sur sa liste finale. Donc, comme vous pouvez le voir, ça va vraiment dépendre pour Helenius. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'un des joueurs qui a le plancher le plus élevé. Donc, sur la liste de Brass, c'est sûr qu'il est dans le top 10. C'est l'un des joueurs les plus complets, possiblement le meilleur attaquant défensif du draft, mais je ne suis pas convaincu de son upside. Il a fait 36 points en 51 matchs en Liga, a joué entièrement cette saison pro contre des hommes. Bon, ça reste la Liga, là, mais quand même. Pour mettre ça en perspective, c'est la 4e meilleure saison pour un joueur de 17 ans. Il y a eu Barkov à 48 points, Michael Granlund à 40 et Capo Caco à 38. En série, il a même mieux fait avec 2 buts, 4 passes en 6 matchs, donc 1 point par match. Il n'a pas connu une grosse performance, par contre, au World Juniors, un peu décevant, avec 2 passes en 7 matchs. L'équipe qui va le repêcher va également avoir un gros impact sur où il pourrait fitter sur une équipe. Puis je m'explique. Une équipe qui a 2 bons centres offensifs pourrait mettre Helenius sur un 3e trio et il serait parfait. Mais en même temps, il pourrait être un centre de premier trio, un peu à la Bergeron ou même Barkov, justement. Pas nécessairement les joueurs les plus offensifs d'une équipe. Puis bon, je ne les compare pas, c'est juste une image. Mais justement, la force d'Helenius, qui était et qui est la même pour ces 2 joueurs-là, c'est à quel point ils sont intelligents. Oui, il y a des aptitudes. Il y a un très bon coup de patin d'Helenius, mais ça reste que son atout principal, c'est son cerveau. Puis comment il est capable d'analyser un match en jouant contre des joueurs présentement de 5 à 10 ans plus vieux que lui. Personnellement, je l'ai loin, plus loin, disons, sur ma liste parce que je le vois devenir un joueur de la LNH, évidemment, mais je ne le vois pas nécessairement devenir une star offensive. Puis moi, c'est ça qui m'allume. Donc là, on rentre dans le top 13, le fameux top 13, et j'ai ici l'énorme défenseur Anton Silayev de la Russie. Premier joueur de 2 que Brass et moi, on a exactement au même rang. Par ici, un défenseur de 6 pieds et 7, 207 livres. Il se fait comparer à Chara, mais en plus mobile. Je suis très conscient que je l'ai vraiment plus loin que certains sur d'autres listes. Je pense qu'il est même sorti 2e sur je ne sais plus quelle liste. Puis c'est vraiment pas parce que je ne l'aime pas. Je pense qu'avec sa taille, il y a beaucoup d'équipes qui vont être super intéressées. Puis je serais très surpris qu'il sorte du top 10. Par contre, je trouve son apport offensif limité. En même temps, est-ce qu'un défenseur a besoin d'être une machine offensive pour être considéré comme un numéro 1 ou du moins un défenseur de première paire? Non. Mais personnellement, ce que je veux, surtout dans ces rangs-là, c'est toujours d'aller chercher le gros upside. Puis je ne suis pas convaincu pour Silayev.
encore une fois, d'un point de vue offensif. Parce que défensivement, c'est un monstre. Il patine surprenamment extrêmement bien pour un joueur de sa grandeur. D'un point de vue statistique, il a fait 11 points en 63 matchs en KHL, mais 7 à ses 12 premiers. Quand même un temps de jeu assez intéressant, une moyenne de 16 minutes par match, ce qui est très bon pour la KHL parce que n'oublions pas qu'en KHL, il joue à 4 paires de défenseurs. Mais encore plus impressionnant, considérant justement que c'est très rare de voir des joueurs de cet âge jouer tout court en KHL. Numéro 12. Cole Eiserman, le fameux Cole Eiserman. À pareille date, l'année dernière, on débattait à savoir qui se ferait repêcher premier overall en 2024 entre lui et Celebrini. C'est sûr qu'il a pogné une drop. Eiserman, c'est de loin le meilleur scoreur du draft. Par contre, il est étiqueté comme un joueur unidimensionnel en raison de ses lacunes défensives. Personnellement, je l'ai regardé récemment au U18, puis je l'ai trouvé quand même assez engagé pour que je le laisse dans mon top 13. Disons top 14 maintenant. Mais c'est vrai que, par contre, ses statistiques avancées défensives l'aident vraiment pas. Mais c'est pas pour ça qu'une équipe va le repêcher. Même Ovechkin, aussi bon qu'il a été et qu'il est, je regardais ses stats, puis cette année, il a été 299e au chapitre des takeaways. Dans le fond, quand tu réussis à prendre la rondelle à ton adversaire, c'est rare que tu vas avoir une superstar qui va exceller dans tout. Eiserman, c'est le meilleur depuis... Pour vrai, ça pourrait être un débat, ça. C'est le meilleur franc-tireur depuis un bout, en tout cas. Il a battu le record du programme de développement américain de Cole Caulfield en finissant la saison dernière avec 58 buts en 57 matchs. Oui, j'ai dit 58 buts en 57 matchs. Et 9 buts en 7 matchs au U18. Mais encore là, il a juste fait une passe, ce qui est assez spécial. Il est aussi né le 29 août. Donc, ça veut dire qu'il est très jeune. Il était littéralement à 2 semaines de se faire repêcher en 2025. Numéro 11. Mon boy, Beckett Seneca. Ben oui, lui, je l'aime. J'ai fait également une entrevue avec lui en février. Vous pouvez aller la réécouter si jamais vous l'avez manqué. Épisode 7 de Street Scout. Ah, les Oilers viennent de marquer. OK. Puis à partir du moment que je l'ai rencontré, que j'ai fait l'entrevue, je vous dirais que j'ai vraiment commencé à triper dessus. On parle ici d'un ailier droit des Generals d'Oshawa qui a fait 68 buts en 63 matchs ainsi que 22 en 16 en série, là où il a vraiment commencé à sortir sur le radar. Premier point qui est super important d'aborder sur Seneca, c'est sa grandeur. Il a une poussée de croissance très importante. Il y a 2 ans, il était répertorié à 5 pieds et 10. Puis quand je l'ai rencontré, malgré que sur Elite Prospect, il était encore à 6 pieds 2, il m'a confirmé qu'il était rendu à 6 pieds 3. Même les papiers officiels de match le mettaient à 6 pieds 3 et qu'il y avait une chance qu'il atteigne 6 pieds 4. Présentement, il est à 178 livres, mais son objectif, c'est de monter ça à 205, peut-être 210 livres avant de devenir pro. C'est pourquoi lui, il se compare à Philippe Forsberg. Philippe Forsberg, c'est un gros joueur qui a des bonnes mains et il a un très bon tir, capable d'utiliser son corps pour se créer une séparation avec son adversaire. Maintenant, le mois dernier, le journaliste Arpon Basu a sorti que le CH pourrait être intéressé à le repêcher 5e. Moi, j'étais vraiment fâché quand j'ai vu ces rumeurs-là passer. Pas parce que je ne suis pas d'accord. Au contraire. Parce que j'espérais vraiment qu'il puisse dropper assez pour que je puisse le repêcher dans une de mes ligues autour de 15-20e. Ça, j'aurais vraiment été content. Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient vraiment fâchés quand cette rumeur-là est sortie, sans l'avoir vu jouer, sans avoir rencontré le kid. Puis, je pense pas qu'il réalise le joueur et la personne qu'il pourrait devenir. Au 5e rang, ce qu'on cherche pour le Canadien, idéalement, c'est un joueur à gros gabarit qui peut jouer sur un top 6 avec un potentiel de premier trio. Ben,
Je m'excuse, mais c'est ça, Seneca. C'est un joueur que tu vois sur la glace. Il essaie toujours de créer quelque chose, puis son volet offensif est vraiment affiné. Fun fact sur Seneca, quand j'y ai jasé, il me contait que c'est un excellent joueur de ping-pong. Côté personnalité, c'est un joueur qui est super rafraîchissant, vraiment sympathique, un peu à la Slav, je vous dirais. Puis personnellement, oui, il y a d'autres joueurs. Là. Puis je ne l'ai pas classé dans mon top 5, mais je serais vraiment content quand même qu'il se fasse repêcher par Montréal. En 2022, je vous le rappelle, quand Kent Hughes avait repêché Slav, il avait mentionné comme quoi son objectif, c'était pas de repêcher le meilleur joueur de 18 ans, mais celui qu'il deviendrait à 21, 22 ans. Puis, je ne dis pas que ça va être le cas pour Seneca, mais j'ai vraiment hâte de le voir à cet âge-là. On rentre désormais dans le top 10, la gang. J'ai ici le défenseur Zane Parekh, un excellent défenseur qui a été élu défenseur de l'année dans la CHL, donc à travers tout le Canada. Je ne parle pas ici parmi seulement les recrues, mais bien tous les défenseurs. Extrêmement mobile, de superbes mains, excellente vision, pas le plus gros gabarit, à 6 pieds et un quart, 178 livres, mais très intelligent. Si je reviens encore une fois à Craig Button, parce que j'aime bien mon ami Craig, il l'avait vraiment dans sa soupe. Il l'a régulièrement mis comme étant son meilleur défenseur de l'Encan 2024. Il est extrêmement intelligent, comme je mentionnais, mais également hors de la glace. On parle ici d'un kid qui a skippé sa 7e année, extrêmement doué en mathématiques, et donc, il a joué son année recrue en OHL en pouvant se concentrer entièrement sur son hockey, ayant déjà gradué. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus intelligent sur la glace qu'un autre? Non, mais c'est un green flag, tout simplement. Sa première année à Saginaw, il a joué les premières 37 parties avec Pavel Menchukov, puis il a battu un record de la Ligue pour le plus de buts pour un def de 17 ans et moins, avec 21. Puis de ces 21 buts-là, il y en avait seulement 5 en powerplay. Cette année, il y a une super belle progression, défensivement, mais surtout offensivement. Saginaw étant l'équipe haute de la Coupe Memorial, il y avait comme objectif, bon, évidemment, de bâtir une équipe extrêmement compétitive et ça a bien sûr contribué à la production offensive de Zane Parekh. On parle ici de 96 points en 66 matchs, ce qui est énorme. Il a fini meilleur pointeur, meilleur marqueur chez le défenseur, donc au niveau des buts et des points dans toute la CHL à travers le Canada. D'un point de vue aptitude, il se fait comparer à Cale Makar, Quinn Hughes, Adam Fox. J'ai entendu aussi Eric Carlson. Donc, bon, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas plus haut? Si vous avez suivi mon classement depuis le début, vous aurez réalisé qu'il me reste encore quand même 4 défenseurs dont je n'ai pas encore parlé. C'est peut-être l'un des défenseurs qui a la plus grande dichotomie entre son plafond et son plancher. D'un point de vue upside, il est clairement numéro 1. Dobber donne même un 9 sur 10 par rapport à son upside. Il y a seulement lui et Lev Shunov qui ont ça cette année. Je le trouve parfois un peu mou physiquement, manque de stabilité sur ses patins après des contacts ou à tenter d'en infliger. Il est parfois également trop agressif en attaque. Je me souviens qu'au Memorial, il a créé un surnombre qui aurait pu mener à un but avec moins de 2 minutes à jouer quand le match était à égalité. Mais c'est ça, Zane Parekh. Il y a un risque. Puis oui, je mentionnais plutôt comme quoi que j'aime beaucoup prendre des paris avec des joueurs, mais c'est son côté physique qui m'embête un peu. Numéro 9. Ah, j'ai beaucoup hésité ici. Je pense que j'hésite encore, en fait. Pour vous démontrer à quel point le top 13, disons le top 14, regorge de talent. Les 2 prochains joueurs à 9 et 8, ce sont 2 défenseurs que, honnêtement, vous pouvez les interchanger, je pense. On va commencer avec le 9. J'ai ici le fameux Sam Dickinson des Knights de London. Défenseur gaucher qui a inscrit 70 points en 68 matchs.
avec les Knights, 13 points en 18 en série et 4 en 4 lors de la Coupe Memorial. En début de saison, il était dans les pourparlers pour être le défenseur sélectionné premier en 2024. J'ai fait une entrevue avec lui aussi à Ottawa. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de l'écouter, je vous invite à y aller. De mémoire, c'était l'épisode 8 de Street Scout que j'ai fait en collaboration avec The Athletic. Ça se plug bien, ça. J'ai fait une entrevue en collaboration avec The Athletic. L'un des défenseurs qui, selon moi, pas nécessairement tout Street Scout, qui a le plancher le plus élevé. Je l'ai déjà mentionné, je ne serais pas surpris que ce soit le premier défenseur à faire ses premiers coups de patin dans la LNH. Je ne serais pas surpris non plus si un jour il devient capitaine d'une équipe. J'ai eu la chance de regarder en personne ou en visionnement plusieurs défenseurs de grande qualité cette année. Mais souvent, il y avait un léger bémol sur un ou plusieurs facettes de leur jeu. Si bien que aucun me donnait la satisfaction de cocher autant de cases que Dickinson le fait. Il a un gabarit parfait pour la LNH. On parle ici de 6 pieds 2 et 3 quarts, donc presque 6 pieds 3 et 203 livres. D'excellentes statistiques cette saison en OHL, qui est probablement la ligue la plus compétitive junior. Il inspire également une grande confiance sur la glace. Puis il possède énormément de munitions dans son arsenal. Avec la rondelle, il a un excellent tir. Je l'ai également vu souvent se porter en attaque, très rapide. Sans la rondelle, c'est un défenseur qui est physique, qui va frapper. Si tu as un ailier, tu t'en vas sur le côté de Dickinson, puis tu essaies de le contourner, attends-toi à le faire frapper. Au combine, il est sorti dans le top 10 au bench press, puis ça ne marche pas. Par exemple, le joueur qui fait le plus grand nombre, ça ne marche pas le plus grand nombre de répétitions de 2 plates au combine. Ça fonctionne en fait relativement en proportion avec le poids du joueur. Donc, c'est 50% de son poids et c'est calculé en watts par kilogramme. Bref. Tout ça pour dire que les tests physiques du combine, ça vaut ce que ça vaut, mais quand j'ai comme objectif de repêcher un défenseur robuste, c'est quelque chose qui m'intéresse. Lors de la Coupe Memorial, les Knights ont été assez anémiques en finale. Le peu d'attaque lors des premières périodes est venu en partie de Dickinson. Il a marqué le 3e but égalisateur, après avoir eu une passe sur le 2e but. Puis c'est ça que j'aime de ce joueur-là aussi, c'est sa maturité, son désir de gagner. Il a été nommé également sur la première équipe de recrues de la OHL en 2022-2023. Il fut capitaine de l'équipe rouge lors du match des meilleurs espoirs Kubota en janvier dernier. Lui et son partenaire Oliver Bonk avec les Knights. Oliver Bonk, d'ailleurs, qui est le fils de Radek. Il a été sélectionné par les Flyers en première ronde en 2023. Les deux ont été utilisés cette année à London à outrance par la troupe de Dale Hunter. Sur la première paire d'avantages numériques, sur la deuxième de désavantages numériques, en prolongation, etc. Sa moyenne de jeu cette année à Sam Dickinson était de, tenez-vous bien, 24 minutes 39. Un peu plus, puis il s'occupait des bouteilles d'eau puis de la description des matchs lui-même rendu bien. Dernier point sur Dickinson, il est né à Toronto, mais son père a toujours été un grand fan du Canadien, donc il a grandi également comme fan du CH. Donc voilà pour Dickinson. Honnêtement, il pourrait se faire repêcher 2e défenseur dans la LNH, puis je serais bien correct avec ça. Numéro 8, un autre défenseur, Carter Yakemchuk, le Yak Attack. Il parle déjà avec tout un surnom, le Yak Attack. J'aime donc bien ça dire ça. Je trouve que Yakemchuk est très sous-estimé. Je pense que c'est Pronman de The Athletic qui a été assez brave pour le classer 4e overall. Puis malgré que je n'irai pas jusque-là, je peux comprendre. J'ai beaucoup hésité entre lui et Dickinson, mais en bout de ligne, il ne faut pas oublier que c'est un défenseur droitier. J'ai regardé ses 30 buts. Ce qui, en passant, 30 buts, c'est un record d'équipe pour les Hitmen. Il a mené tous les défenseurs de la WHL à ce chapitre. 30 buts
71 points en 66 matchs. Ça, ce serait d'excellentes stats pour un attaquant. Il y a 2 défenseurs dans tout le pays qui ont atteint les 30 buts cette année, soit lui et Zane Parek, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Il a un lancer frappé dévastateur, un lancer du poignet de la ligne bleue extrêmement précis. Il n'a pas peur de se porter en attaque. Je l'ai même vu faire un but à un moment donné en s'amenant vers le filet, arrêt du gardien, il reprend la rondelle, fait un wraparound. Ou encore dit qu'un défenseur en est échappé. C'est des attitudes que tu ne vois pas nécessairement souvent chez un défenseur, encore moins chez un bonhomme de 6 pieds 3. C'est un kid qui a énormément de confiance et avec raison. D'un point de vue physique, il ressort sa patinoire. 6 pieds 3, 202 livres, malgré sa production offensive impressionnante, l'élément sur lequel il a passé le plus de temps à travailler cette année, c'est son jeu défensif. Il a également été nommé sur la 2e équipe d'étoiles de la Ligue. Personnellement, c'est un style de défenseur que j'aime énormément. Numéro 7, Berkeley Catton. Attaquant centre, en fait, qui tire de la gauche, 5 pieds 10 et un quart, 175 livres, qui a évolué avec les Chiefs de Spokane en WHL. 116 points en 68 matchs, dont 54 buts. Son rang de sélection fluctue beaucoup à Catton. J'ai même vu Dauber qui lui ont donné un upside de 9 sur 10, ce qui est vraiment énorme, mais un NHL Certainty, donc un plancher, si vous voulez, à 7, ce qui est vraiment bas. Ces stats ont été hallucinantes cette année, comme je viens de vous le mentionner. Depuis 2000, vous avez peut-être vu ça passer, mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais le mentionner. Depuis 2000, il y a seulement 4 joueurs de la CHL éligibles à se faire repêcher qui ont réussi 50 buts et 115 points. Soit Sidney Crosby, Patrick Kane, Connor Bedard l'année dernière et maintenant Berkeley Catton. C'est ça la liste. Je l'ai 7e, il pourrait être plus haut, mais il pourrait dropper vraiment beaucoup à cause principalement de sa taille. Puis si c'est le cas, honnêtement, je pense qu'on pourrait avoir un cas à la Zach Benson, c'est stéroïdes. Parce que non, il n'est pas gros, il n'est pas physique, mais il compense en faisant tout bien sa glace. Il patine, il tire, il fait des jeux, il tue des punitions. La première fois que j'ai vu Catton jouer, c'était au Linka Gretzky l'année passée. Puis depuis, il n'a jamais quitté mon top 10. Peu importe où il va sortir, il se doit d'être dans le top 5 des meilleurs attaquants. Numéro 6, Ziv Bouyoum. Ziv Bouyoum, c'est un défenseur très solide des 2 côtés de la glace. Il y a un frère, peut-être que le nom Bouyoum vous dit quelque chose. Son frère s'appelle Shai, qui a été repêché en 2021 par Détroit en 2e ronde. Ziv Bouyoum, ce n'est pas le plus imposant. 6 pieds, 186 livres, surtout comparativement aux 2 qu'on vient de parler un petit peu plus tôt, mais il est très efficace. Il a tout gagné cette année. Au World Juniors, il a joué sur le top 4 comme joueur de 18 ans, je le rappelle. Il a fini le tournoi avec 5 points en 7 matchs. En NCAA, avec Denver, il a fait 50 points en 42 matchs pour un défenseur. En comparaison, cette année, pas l'année qui a été repêchée, cette année, Lane Hutson a fait 49 points en 38 matchs. Puis il y a 2 ans de plus. Il a également gagné le Frozen Four en NCAA avec Denver. Il a été nommé comme recrue de l'année dans sa conférence, ainsi que défenseur offensif de l'année. C'est un peu évident avec ses stats. Il a fini premier pointeur chez les défenseurs de la NCAA. De la façon que je le vois, il pourrait avoir une offensive similaire, peut-être un peu moindre à Parek, mais je l'aime beaucoup plus en défense. J'aimerais qu'il soit un peu plus robuste, mais ce n'est pas non plus une lacune pour lui. Il est phénoménal avec la rondelle. Il peut trouver des espaces ouverts avec sa vitesse et ses habiletés à se déplacer latéralement. On pourrait penser, à voir ses stats, que c'est un défenseur unidimensionnel,
justement à la Parekh, ou Slayev dans l'autre sens. Mais comme je disais, il est ultra fiable des deux côtés. C'est donc la raison pour laquelle il est mon deuxième défenseur préféré. On arrive désormais dans le top 5 et j'ai le boy Abras Tige Iginla. Bon, j'en parlerai pas pendant une éternité. Là. Je suis pas mal sûr que Brass en a parlé pendant 1 heure mardi. Fils de la légende des Flames, entre autres. Jarome Iginla. Tige, il mesure 6 pieds, 191 livres. Il est un des plus jeunes joueurs du draft, né le 1er août 2006. Il a joué cette année avec les Rockets de Kelowna dans la Ligue de l'Ouest. Il a amassé 84 points, donc 47 buts en 64 matchs. Et en série, 9 buts, 15 points en 11 matchs. C'est un marqueur né. Il n'a pas peur de se salir le nez en offensive. Il lit très bien, il est très versatile, très quick. Puis, je dirais qu'il a un upside de premier trio. Il est fait pour la LNH. C'est sûr que ça aide sa candidature d'avoir son père parce que ça augmente ses chances de savoir ce que c'est, les sacrifices, puis ce qu'il doit faire pour devenir pro et à la limite, peut-être une star. Jarome était plus physique, mais Tige est meilleur que son père l'était au niveau des skills avec la rondelle. Il peut décocher de n'importe où, super agile. Il n'est peut-être pas le plus rapide, mais il est solide sur ses patins. Moi, je pense que de tous les joueurs de mon top 32, ou du moins ceux qui sont élites, là, c'est probablement celui qui a la plus belle progression depuis le début de l'année. Ce qui apporte la question, c'est quoi exactement son plafond? C'est-tu juste un joueur de premier trio ou est-ce qu'il ne pourrait pas être aussi dominant que son père? Numéro 4, on arrive à mon défenseur préféré du repêchage et je parle ici de Artyom Levchunov. Il y a des fortes chances que cette année, 5 défenseurs se fassent repêcher dans le top 10 pour la première fois en 12 ans. De mon côté, je l'ai dit depuis des mois, et c'est encore le cas, j'en aurais 6 dans mon top 13. C'est encore le cas. Avant de parler de Levchunov, vu que c'est mon dernier défenseur, je vais faire un petit recap. J'ai quand même 11 défenseurs qui se feraient repêcher dans le top 32. Si on compare, l'année dernière, il y en avait eu 8. Par contre, seulement 2 dans le top 10. Et si on regarde la qualité, ça, c'est un point de vue qui est très personnel, mais j'aurais aucun problème à en classer 5 en 2024, avant le premier repêché en 2023 qui avait été David Rundbacker. À pareille date, l'année dernière, c'était très dur de prédire s'il y avait un défenseur qui avait le potentiel de devenir un défenseur numéro 1. Bon, Levchunov, c'est un gros bonhomme, presque 6 pieds 2, 205 livres, né le 28 octobre. Donc, c'est l'un des joueurs les plus vieux du draft. Il est bon dans tout. Il y a probablement un plafond de défenseur numéro 1 puis un plancher de numéro 2. C'est pas compliqué. J'ai considéré, par contre, d'autres défenseurs pour le premier rang. Mais il y a beaucoup d'éléments dans le jeu de Levchunov qui me plaisent. Mais je ne serais pas surpris si un Bouyoum, par exemple, ou un autre, d'ici quelques années, devenait le meilleur défenseur repêché en 2024. Levchunov, il est physique. Il aime se porter en attaque. Une facette de son jeu qui me plaisait moins en début de saison, c'était qu'il prenait beaucoup de risques, justement, en offensive. Et je ne trouvais pas que c'était toujours le mieux, c'était toujours les mieux calculés. Par contre, c'est beaucoup amélioré des deux côtés de la glace durant la saison. J'ai regardé tous ses buts cette année. Un bon tir de la ligne bleue, une excellente vision du jeu. Il est né au Bélarus. Il est arrivé en Amérique du Nord seulement l'année dernière. Donc, il jouait jusqu'à relativement récemment dans une ligue au Bélarus qui avait vraiment rien de dominant. Encore une fois, c'est un joueur qui a eu une super belle progression et n'oublions pas que c'est un défenseur droitier. Donc, dans mon classement, au niveau des défenseurs droitiers, dans les tops, ça se conclut avec Levchunov, Yakemchuk et Parekh. Numéro 3,
On arrive dans le top 3, gang. J'ai ici Caden Lindstrom, mon boy. J'ai 2 boys, comme vous aurez remarqué sur le visuel pour le podcast de ce soir. J'ai Caden Lindstrom et Beckett Seneca. Sans honte, qui tire de la gauche de 6 pieds 3, 213 livres, un gros bonhomme. Il a manqué beaucoup de matchs cette saison en raison de blessures, mais a quand même réussi en 32 matchs, 27 buts, 46 points. Donc, un pace de 1,44 points par match. À ce pace-là, il aurait fini premier marqueur de son équipe devant son coéquipier Gavin McKenna, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, qui va se faire repêcher premier en 2026. Il est revenu pour les séries, Lindstrom, mais c'était pas top. Là, les informations qu'on a eues concernant ses blessures, c'est que ça guérit bien. Il est sur la glace 3-4 fois par semaine présentement, 5 fois par semaine au gym. Un peu comme nous tous, dans le fond. Bon, si je vous demande de me décrire un modèle typique de joueur de hockey, voici ce que moi, j'aimerais. Un gars qui possède de la vitesse, qui a des mains, qui a un tir qui est imposant, qui joue physique, quoi d'autre? Qui a du chien, qui a une tête sur les épaules. Puis moi, c'est comme ça que je vois Caden Lindstrom. Très rapide pour sa taille, protège extrêmement bien la rondelle, il n'a pas peur de driver le net, très engagé dans ses games. Il s'est fait demander une question la semaine dernière au Combine, une question que j'avais posée à Seneca, à savoir s'il y avait un joueur de la Ligue dans son style que son style lui ressemblait. Puis j'ai bien aimé sa réponse. Tout d'abord, il allait dans la direction qu'il essaie d'être son propre joueur, mais son style s'apparente un peu à celui de Roope Hintz des Stars. Tu sais, aujourd'hui, Roope Hintz, il est 6 pieds 3, 212 livres, exactement le physique de Lindstrom présentement. Puis c'est un joueur qui contribue environ autour de 70 points par année. Mais c'est pas juste une question de points. Tant qu'à ça, Berkeley Catton, par exemple, serait bien avant Lindstrom. Pour ceux, encore une fois, qui sont dans les ligues de hockey simulées, les joueurs ont des cotes. Et puis Lindstrom aurait peut-être pas des cotes de scoring ou de passing parmi les plus élevés, mais il apporte à d'autres niveaux lors de la game qui vont contribuer au succès de son équipe. Je me souviens en début de saison, je le regardais jouer, je regardais ses stats, ses mensurations, puis je comprenais pas. Je comprenais pas comment il n'était pas plus haut dans les classements, jusqu'à temps que décembre arrive, puis que The Hockey News, finalement, le classe 3e. Moi, c'est là que je le vois. Est-ce qu'il y a les aptitudes offensives à la Connor Bedard, à la Macklin Celebrini, à la Jack Hughes? Non. Mais je me souviens, j'ai fait un sondage avant les fêtes demandant si vous aviez à prendre Lindstrom ou Slavkovski, lequel vous prendriez? Parce qu'honnêtement, non, ils ne sont pas pareils. Mais c'est 2 gars qui ont un physique quand même similaire puis qui sont bons offensivement. Puis tout le monde prenait Lindstrom. Bon, c'est sûr qu'à ce moment-là, Slav n'allait pas super bien, mais somme toute. Je vous mentionne ça parce que je pense que Lindstrom, dans un autre repêchage, pourrait sortir premier. Numéro 2, Ivan Demidov. Oh yes! Lui, il me fait triper. Évidemment, étant un joueur russe, c'est un peu plus difficile d'avoir des visionnements dessus. À part pour Street Scout, grâce à notre plateforme Instat. Ha! Un point de vue qui a... Pardon, pas un point de vue, mais un point qui a souvent été rapporté, erroné, c'était comme quoi c'était un petit joueur. Mardi, cette semaine, il y avait un combine en Floride pour certains joueurs, principalement russes. En fait, la plupart se font représenter par le même agent, donc il a organisé un événement. Puis, oh, surprise! Demidov, il mesure en fait 6 pieds 1. En fait, 6 pieds et un demi-pouce, pour être très précis. Il est donc même plus grand que Celebrini. C'était la première fois que les DG avaient la chance de le rencontrer parce qu'il n'était pas au combine la semaine passée. C'est un joueur qui est ultra créatif. Il a tout un release, un marqueur naturel, les meilleures mains de tout le repêchage. C'est pas le patineur le plus rapide, mais il est extrêmement agile. Il a une facilité à déjouer ses adversaires. J'ai regardé lui aussi tous ses buts cette année.
qui est vraiment spectaculaire. L'année passée, on a eu un joueur assez similaire au repêchage en Matvei Michkov. Un Russe surdoué offensivement qu'on voyait sortir, qu'on voyait au niveau du potentiel, du moins deuxième, juste derrière Bédard. La différence entre Michkov et Demidov, premièrement, Demidov, il est vraiment solide défensivement, contrairement à Michkov, qui avait tendance à un peu se traîner les pieds davantage, attendre la relance. C'est pas un joueur qui est super physique, mais il s'implique sur 200 pieds. Il a eu tendance, évidemment, cette année à vouloir trop faire, mais en même temps, comme d'autres joueurs dont j'ai parlé plus tôt, lui a joué en MHL. Il a brûlé la MHL. Je ne dis pas s'il avait joué en KHL, mais là, il a fait 60 points en 30 matchs, puis 28 en 17 en série. C'est vraiment des gros chiffres. Il me fait penser un peu à Kaprizov. Il devrait jouer l'année prochaine en KHL, puis après la fin des playoffs, signer son contrat NHL. Donc, ça va être moins long pour qu'il atteigne la LNH que ce qu'on avait planifié pour ce qui était de Michkov l'année dernière. Et finalement, on arrive au numéro 1. Il n'y aura pas de surprise cette année. Ça va être Macklin Silverbrini. Je ne m'éterniserai pas dessus, l'enfant prodige. 32 buts, 32 passes en 38 matchs dans la NCAA. 64 points pour l'attaquant de 5 pieds 11 et 3 quarts, presque 6 pieds, 197 points. 197 livres, pardon. 197 points, ça va être une pas pire saison. Son 32e but a battu un record vieux de 39 ans. Il est devenu le joueur de moins de 18 ans à marquer le plus de buts en une saison en NCAA. Oui. Donc, 39 ans, c'est vraiment impressionnant. C'est un joueur qui est très intelligent, qui sait toujours où ses coéquipiers sont sur la glace, qui va pouvoir leur servir des passes incroyables, qui a une très grande détermination. C'est le seul joueur cette année qui a un NHL Certainty de 10 sur 10 sur Dobber. Il est à 9,5 au niveau de son upside. Donc, si on fait une comparaison avec Bédard, Bédard était à 10 dans les deux indicatifs l'année dernière. C'est un centre, comme je mentionnais, qui est né le 13 juin. Donc, il vient tout juste la semaine dernière d'avoir 18 ans. Il n'y a pas de débat cette année. Puis, il n'y en a pas eu depuis, je pense, octobre environ, par rapport à qui va sortir le premier overall cette année. Ça va être un centre de premier trio. Pas un talent générationnel, je pense, comme on a vu l'année dernière avec Connor Bedard. Il n'y a peut-être pas une touche offensive All-Star comme Bedard, mais il est plus imposant et probablement plus fiable sur 200 pieds. Bref, il va rendre n'importe quelle équipe avec qui il va jouer 100 fois meilleur. Donc voilà, ça fait le tour de mon top 32. Merci énormément pour votre écoute. C'est très apprécié. Je vous invite à aller commenter sur nos réseaux sociaux ce que vous avez pensé de mes choix de Sud Brass. Et je vous rappelle que Brad va présenter sa liste mardi prochain. Allez liker notre page sur Facebook, YouTube, Spotify. On est également sur Patreon, 7 $ par mois. Donc patreon.com/Street Scout. Sur ce, Fred de Street Scout qui vous souhaite une bonne soirée et un excellent repêchage 2024.